qu'on m'explique, monsieur le ministre, dans ce pays, pourquoi dans le monde de l'entreprise, on doit être très souple, très agile, réseauté, et on s'entretient avec tel partenaire pour tel sujet, avec tel autre pour tel sujet, et pourquoi l'organisation territoriale de notre pays devrait être sur un modèle rigide et qui ne donne pas la respiration nécessaire. Donc je crois beaucoup à la respiration, et vous voyez, monsieur le ministre, que je ne suis pas la seule à croire à la nécessité de la respiration, qui est plus confortable et plus efficace. Et je terminerai, monsieur le ministre, par 2 petits points. Ça veut dire qu'il faut nous laisser expérimenter. Il faut reconnaître la différenciation. Madame Gourault en a parlé tout à l'heure. Et je terminerai par un mot que j'aime bien employer quand je suis au Sénat. C'est un mot de Portalis qui dit que les hommes ne sont pas faits pour les lois, mais les lois sont faites pour les hommes, monsieur le ministre. Voilà, Gérard Collomb. Donc beaucoup de questions posées par Françoise Gatel qui appelle à une meilleure respiration. Alors est-ce que vous allez nous donner un peu d'air à cette France territoriale, monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur? D'abord, vous dire que cela me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Je participe à tous ces débats depuis maintenant 16 ans, donc ils sont toujours enrichissants. Évidemment, le côté un peu spécifique, c'est d'être devenu ministre de l'Intérieur. Mais dans la tête, vous savez, on ne change pas, hein. On reste toujours avec les préoccupations que l'on a portées pendant un certain nombre d'années. Alors, si vous voulez, pour essayer d'expliquer la pensée que l'on peut avoir, nous pensons très profondément qu'aujourd'hui, la France, elle est diverse. Et que la grande révolution qui est en cours, c'est qu'on ne peut plus porter un même modèle sur tout le territoire. Et qu'il faut partir des réalités socio-économiques qui sont diverses pour pouvoir créer son propre modèle. Et les modèles sont très différents. Vous avez une France, on va dire, des grandes métropoles qu'il faut sans doute structurer. Et quand je dis grandes, c'est 5 ou 6 grandes métropoles qui doivent pouvoir supporter la comparaison avec les grandes métropoles européennes. Vous avez évidemment une France de la périphérie qu'il faut organiser autour de ces métropoles parce que tu as raison. C'est vrai que quelquefois, entre la ruralité et puis la métropole, il y a une espèce de no man's land avec un faible degré d'organisation et surtout, je dirais, au niveau, par exemple, de la mobilité, on voit que la métropole est assez bien organisée, puis tout d'un coup, s'arrêtent les transports en commun. Et donc, on se trouve dans un monde de la périphérie où la mobilité, d'ailleurs, se fait essentiellement en voiture parce qu'on ne peut pas avoir de transport en commun. Et donc, il faut regarder comment on peut organiser cela. Et par exemple, avec André Rossineau, que je vois devant moi, nous avions créé il y a quelques années le pôle métropolitain pour qu'il n'y ait pas de coupure entre le centre de la métropole et puis effectivement un certain nombre de territoires périphériques et donc qu'on puisse porter cela de manière, je dirais, très, très générale avec une vision très large du territoire. Ensuite, il y a une France rurale. Moi, je pense que personne aujourd'hui dans cette France n'est condamné, à condition de partir de ses propres bases, de regarder ce que sont ses forces et d'essayer de les faire monter en puissance. Parce que je crois que sur tous les territoires, il y a un certain nombre de caractéristiques spécifiques et que si on part de cela, eh bien, on est capable de monter en gamme. Si on veut dupliquer des modèles qui sont ailleurs et les répéter, à mon avis, on n'arrivera à rien. Mais par contre, essayer de faire monter en gamme ses propres caractéristiques, ça c'est possible et c'est comme cela que les territoires réussiront. Alors après, sur la question intercommunalité, oui, il est vrai que pendant les 2-3 dernières années qui viennent de s'écouler,
on y est allé un peu à marche forcée sur les intercommunalités XXL, en dehors même des grandes métropoles, hein, plutôt dans des zones rurales, périurbaines, etc., et qu'on a fait de très grandes intercommunalités. Avec un problème qui devrait nous mobiliser, c'est que les maires ont eu l'impression que dans ces grandes intercommunalités, d'un certain point de vue, leur voix n'était plus écoutée et qu'ils ne se reconnaissaient plus dans les projets qui étaient définis. Et donc, toute la question, c'est comment articuler la nécessaire vision large et puis en même temps être capable de continuer à être en proximité et faire que les élus se sentent reconnus. Sans trahir des secrets, c'est un sujet sur lequel nous essayons de travailler parce que ça se pose pour les intercommunalités rurales. Mais vous voyez, je vois le président du Grand Paris devant moi. C'est un sujet qui peut se poser sur de très grandes métropoles et en particulier sur l'organisation du Grand Paris. Comment construire un grand ensemble tout en faisant en sorte que ceux qui sont maires d'une commune ne se sentent pas tout d'un coup dépossédés totalement de tout pouvoir. Je crois que la réflexion n'est pas simple, mais que si nous nous mettions d'accord, nous, élus locaux, le gouvernement et le président de la République seraient prêts à essayer de trouver des solutions très innovantes pour régler ce type de problématique, qui est une problématique qui se pose partout dans le monde, hein, parce que le rapport vision large, proximité, il se pose aujourd'hui partout dans le monde. Donc essayons de réfléchir ensemble, et l'association des maires peut être ce lieu, parce qu'elle porte toutes les dimensions de ville, peut être le lieu qui permet justement de résoudre ce genre de problématique. Voilà, je m'arrête là peut-être pour voilà, parce qu'on va justement essayer de profiter des échanges. Vous connaissez bien le principe du congrès, mais on a entendu que pendant la pause institutionnelle, le chantier peut continuer et des adaptations sont possibles. Françoise Gatel évoquait le rôle des métropoles et elle a dit il y a des métropoles qui irriguent ou des métropoles qui assèchent. Jean-Luc Moudinque, vous faites, j'imagine, le choix d'une métropole qui irrigue, mais on voit bien la difficulté d'organiser cette relation. Vous êtes souvent pointé du doigt. Il y a pourtant des façons d'organiser aujourd'hui la relation entre le territoire métropolitain et les autres territoires ruraux, qui sont aussi dans une zone d'influence, qui est une zone de développement économique comme Toulouse aujourd'hui avec l'aéronautique. Alors effectivement, je crois que la métropole et de manière plus large, le phénomène de métropolisation, c'est une donnée internationale, c'est une évolution que je crois inéluctable. À partir de là, il y a deux attitudes possibles. Soit parce que cette évolution recèle d'un certain nombre d'inconvénients majeurs, eh bien on proteste et on se contente de protester et de s'enfermer dans une attitude négative. Soit au contraire, on essaie de réfléchir ensemble et de dire comment puis-je prendre mon meilleur parti de cette situation, comment faire en sorte que le dynamisme d'une métropole se diffuse pas simplement sur le territoire de la métropole au profit des habitants de la métropole, mais se diffuse au-delà de ce périmètre et au profit des espaces périurbains et ruraux. Moi, je suis bien sûr dans cette seconde vision. Nous avons à Toulouse une métropole de 37 communes, des communes très diverses d'ailleurs. La ruralité n'est pas absente de la métropole toulousaine, tout comme elle n'est pas absente de la plupart des métropoles en réalité. À Toulouse, il y a Toulouse, 470 000 habitants, et puis de l'autre côté de l'échelle des 37 communes, Mondouzil, dont je fais la publicité aujourd'hui, 250 habitants. Et je peux vous dire que ça se passe très bien parce que justement, il n'y a pas une culture de domination et d'écrasement de l'urbain sur le rural, il y a une culture de dialogue et de respect. Et moi, je trouve que dans nos débats institutionnels entre élus, il n'y a pas suffisamment de dialogue entre le monde urbain et le monde rural. Et que trop souvent, il y a même, tant à droite qu'à gauche, des postures, des discours caricaturaux qui entretiennent, à des fins de calcul politique, j'imagine, qui entretiennent la dissension, le divorce, la confrontation,
dont j'ai la conviction que rien ne peut sortir de bon. Alors on a travaillé quelque chose à Toulouse, mais aussi à France Urbaine. André Rossino n'a pas été le moindre contributeur. On a travaillé un concept qu'on appelle l'Alliance des territoires. Le travail reste à faire. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de dire qu'on ne peut pas se développer de manière égoïste sans regarder ce qui se passe autour. Et lorsque, l'année dernière, avec le gouvernement précédent, on a établi 15 pactes État-métropole à travers les 15 métropoles, à l'époque il n'y en avait pas 22, on a inclus l'obligation que chaque métropole puisse conclure un contrat qu'on appelle contrat de réciprocité avec un territoire rural. Alors vous faites partie aujourd'hui des 2 contrats de réciprocité qui existent, Toulouse et puis les Portes de Gascogne. Et cet après-midi, il y aura votre collègue président de la métropole de Brest qui nous parlera de l'action qu'il mène avec le pays Centre-Bretagne. Mais on voit bien que parfois, certains disent que c'est un peu les bonnes œuvres de la métropole. Comment on peut passer à quelque chose, à une nouvelle culture, pour dire, bon, c'est pas seulement une action, mais c'est penser le territoire plus vaste et cette irrigation qui est nécessaire? La définition des bonnes œuvres, c'est qu'on donne de haut, point final. Là, c'est un dialogue. C'est-à-dire que entre le PETR des Portes de Gascogne et la métropole toulousaine, on a défini ce qu'on allait faire. Ce n'est pas moi qui ai dit « je veux faire ceci, je ne veux pas faire cela ». On a défini les choses ensemble. On a défini un certain nombre de paramètres parce qu'on ne peut pas tout faire. On a défini des coopérations en matière économique. Pourquoi? Parce que les ports de Gascogne ne sont pas très très loin de la Haute-Garonne, du pôle aéronautique. On a des besoins de développement foncier pour mettre des entreprises. Pourquoi les mettrait-on toutes sur l'agglomération toulousaine? Pourquoi certaines ne seraient pas invitées à se mettre quelques kilomètres plus loin dans le Gers? On a également défini un certain nombre d'ambitions sur le plan touristique, sur le plan également de quelque chose qui va arriver bientôt, c'est le projet alimentaire de territoire. Les urbains, ils veulent quoi? Ils veulent savoir ce qu'ils mangent dans l'assiette. Il y a de nouvelles préoccupations. Il y a la volonté des circuits courts, il y a la volonté du bio, il y a la volonté de l'agriculture authentique et de l'alimentation authentique. Eh bien, pourquoi ne pas travailler avec la ruralité qui est proche de nous et faire en sorte que ce soit cette ruralité qui bénéficie de ces besoins urbains? Voilà, donc toutes ces questions-là, on les a définies ensemble, on va les travailler. Alors évidemment, on fera le point dans 1 an, 2 ans, pour savoir ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une nouvelle relation qui n'existait pas. Il y a des hommes et des femmes, des élus de territoires différents qui se parlent, qui ont envie non plus de vivre côte à côte en s'ignorant, mais qui ont envie de créer des ponts, créer des liens, créer des relations gagnant-gagnant au profit de tous. Et moi, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut concevoir les relations et non pas de manière systématiquement politicienne et antagoniste. Merci Jean-Luc Moudenc. Alors, Toulouse, l'Occitanie, Toulouse et Montpellier, et Madame la Présidente de la région, comment aujourd'hui on fait respirer ces niveaux d'intervention entre collectivités locales, avec aussi, pour l'Occitanie, un maillage de villes moyennes, de petits territoires, et l'articulation entre tous ces niveaux. Aujourd'hui, quelles sont vos priorités, votre méthode? Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Monsieur le Ministre, et ravi de pouvoir échanger. Alors la région Occitanie, c'est 13 départements, c'est 4500 communes, c'est 140 communautés de communes, c'est donc 2 métropoles, c'est 22 communautés d'agglomération. Donc nous sommes une région étendue et moi je pense qu'en effet... Et c'est une ancienne maire qui parle. Hein. Et je suis ancienne maire, en effet j'ai été maire pendant 7 ans de... Martre-Tolosane. Voilà, très bien, voilà. Je suis ravie que vous le citiez. Et donc on a toujours, comme le disait Gérard Collomb, on a toujours un attachement, c'est le premier mandat, ça a été mon premier mandat, il est marquant. Donc je n'oublie jamais cela. Moi je pense qu'en effet nous devons avoir une nouvelle ère dans la décentralisation et un nouveau partenariat, un nouveau contrat de partenariat avec l'État. Parce que je suis contre le jacobinisme, je suis pour la décentralisation, mais en tant que présidente de région, il n'est pas question de reconstituer un jacobinisme régional. Il est important, en tant que présidente de région, que ce nouveau rapport entre les collectivités locales, entre les différents acteurs de la puissance publique,
eh bien, nous soyons dans un respect, dans une complémentarité. J'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit en introduction sur le fait que nous devons être dans l'agilité. Moi, en tant que présidente de région, je défends que nous devons avoir des politiques publiques qui sont concertées entre les différents acteurs publics d'ailleurs et privés et qui sont adaptées aux spécificités des territoires. Parce que la métropole de Toulouse a un besoin d'accompagnement sur certains sujets qui sont différents du besoin d'accompagnement de la métropole de Montpellier. Et bien entendu, au niveau des intercommunalités, au niveau des territoires, là aussi, on doit être en capacité d'adaptation. On doit reconnaître la vocation des territoires. Et c'est pour ça que moi, je suis très attachée à la République des territoires qui renforce la République une et indivisible. Alors j'ai une proximité avec la Catalogne, mais je tiens bien à le dire, proximité géographique. Mais moi, je défends... Géographique, hein. Géographique, je défends la République une et indivisible, mais qui a une maturité politique aujourd'hui au XXIe siècle, de savoir reconnaître la dynamique du local, la pertinence des politiques publiques locales, donc la pertinence de la décentralisation. Donc, dans ce cadre-là, eh bien, la région Occitanie, elle agit en partenariat avec les départements. Moi, je suis et régionaliste et départementaliste. Et c'est vrai que sur, par exemple, la compétence transport, où là, en effet, monsieur le ministre, vous l'avez dit, on a un vrai sujet à travailler parce qu'au niveau des transports, à l'intérieur des villes, pour faire court, cela fonctionne. Sur les grandes liaisons, je veux dire sur vraiment d'un bout à l'autre de la France, globalement cela fonctionne. On a un vrai souci de chefs de fila sur le périurbain et sur le rural de pouvoir relier. Et c'est pourquoi sur la compétence transport, quand nous y avons travaillé avec les départements pour le transfert, eh bien moi j'ai fait du cas par cas parce qu'il était nécessaire sur certains territoires d'avoir des délégations et je ne suis pas dans le dogmatisme ou juste dans la toute-puissance régionale. La région Occitanie, elle sera forte si nous continuons à être un acteur de la croissance économique et de la croissance territoriale. Et cela est possible par un partenariat avec les départements, par un partenariat avec les communes et les intercommunalités. Nous devons avoir des compétences qui sont bien définies entre les différentes strates et avoir la nécessité, l'intelligence, l'agilité de pouvoir travailler en complémentarité. Ce que nous demandent nos concitoyens. Et quand même, nos concitoyens, sur cette année 2017, ils nous ont envoyé de sacrés messages. De sacrés messages. Ils nous ont indiqué qu'ils avaient besoin de plus de liens, de plus de proximité, que l'évolution du monde, elle était anxiogène. Et j'ai été maire, moi, d'un petit village, et j'ai été députée, jusqu'à ça quelques mois, d'une circonscription, 100 000 habitants, 284 communes. Voilà, donc moi, je connais cette parfois difficulté à s'adapter à un monde qui est en perpétuelle évolution, et donc de ce besoin d'accompagnement. Et ce besoin d'accompagnement, il va être aussi par de la proximité, et nos concitoyens ont besoin d'avoir des collectivités locales qui ont des moyens. C'est une présidente de région qui le dit par rapport à la compétence économie qui donc a été transférée et où nous n'avons pas d'affectation donc de ressources utile rappel, nouvelles. toujours, hein, quand on a le ministre de l'Intérieur à côté de soi. Toujours important de le rappeler, parce que moi, mes entreprises, je vais devoir les aider, parce qu'en effet, il y a des mutations au niveau institutionnel, mais il y a de fortes mutations dans notre économie française. Et moi, mes entreprises, elles ont besoin des aides directes de la région pour pouvoir s'adapter aux défis du numérique, aux défis de la transition écologique ou de la transition du numérique. Donc, on doit être en capacité de reconnaître la République des territoires, de reconnaître la capacité d'innovation, d'expérimentation, de pouvoir en effet faire du sur-mesure. Et moi, c'est ce que je mène au niveau de la région, avec le partenariat, je l'ai dit, avec les départements, avec le partenariat avec les PETR, les pays. Je rappelle que d'ailleurs dans la loi MAPAM, les pôles d'équipes territoriaux ruraux prévoient bien que c'est l'instance de coordination des actions départementales et régionales, et aussi avec les intercommunalités, tout particulièrement sur la compétence, par exemple, économie, ou avec les communes. Nous avons la question de l'immobilier d'entreprise avec les intercommunalités, nous, les aides directes aux entreprises. Donc on doit permettre, c'est le message que je veux passer, et en particulier devant monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est que dans ce 21e siècle, on doit permettre une adaptabilité, une agilité, que les collectivités locales
et des moyens, qu'elle puisse être dans l'innovation, dans vraiment la valorisation, en fait, la valorisation des talents de nos territoires. Et c'est pourquoi l'échelon communal, il est absolument indispensable. Parce que moi, présidente de région, d'une région de près de 6 millions d'habitants, eh bien, j'ai besoin d'avoir la connaissance des maires de communes qui font 200 000 habitants, mais aussi des maires d'une commune de 200 habitants. Parce que c'est ainsi que nous arrivons à irriguer le territoire. La politique économique de la région. J'ai décidé d'avoir un dispositif tout particulier pour les petites entreprises de moins de 50 salariés. Quel est le meilleur VRP pour que l'entreprise qui a 15 salariés dans un village de 500 habitants, quel meilleur VRP je peux avoir pour dire la région peut t'aider pour acheter une machine ou pour un projet plus fort que le maire? Oui, donc on a besoin des mairies, on a besoin de l'échelon communal, on a besoin de l'échelon départemental. Il faut bien définir les différentes strates. Il faut nous donner un cadre, c'est à l'État de le fixer, c'est cela un État unitaire. C'est à l'État de fixer le cadre, mais dans un cadre dans lequel nous avons de l'adaptation, nous avons aussi des moyens financiers. C'est une question de croissance de la France, de croissance de nos territoires, et c'est une question aussi politique dans le sens où nous devons redonner du sens à la proximité, à nos actions et démontrer à nos concitoyens que l'action publique, elle est utile, elle est active et qu'on sait travailler entre collectivités locales et entre public et privé. Merci Carole Delga. Alors, effectivement, vous soulignez la diversité, la nécessité d'avoir ces contractualisations et puis de pouvoir jouer avec des territoires qui portent des projets. Eh bien justement, Michael Weber, vous êtes le maire de Wafling-lès-Sarreguemines, mais aussi le président d'un parc naturel régional, celui des Vosges du Nord, et le président de la Fédération des parcs naturels régionaux. C'est une forme d'intercommunalité de projets pour le monde rural. Et aujourd'hui, comment eh bien, vous vous développez? Ça représente à peu près 15% du territoire national, les parcs aujourd'hui? Oui, alors effectivement, les parcs naturels régionaux qui viennent de fêter leur 50e anniversaire il y a de cela quelques semaines représentent aujourd'hui 15% du territoire national, les 4500 communes qui sont concernées, la plupart des communes rurales, et qui sont depuis longtemps dans cette culture effectivement du projet et de cette capacité que nous avons au-delà de nos missions qui sont évidemment autour du patrimoine naturel et culturel, mais de proposer des projets qui sont innovants, des expérimentations innovantes. Et je crois que vraiment dans ce débat que l'on a aujourd'hui entre ce lien entre la ville, la métropole et la ruralité, cela résonne en pleine actualité parce qu'on l'a évoqué quand on parle d'alimentation. Moi je vois que sur mon territoire, Robert Herman, qui préside la métropole de Strasbourg, me sollicite parce qu'il ne peut pas faire face à la demande extrêmement forte des habitants, de ses concitoyens qui demandent dans les cantines une part de bio et que évidemment sur son territoire il ne peut pas apporter cette réponse-là. Sur la question des énergies, on a de plus en plus des tensions qui se font avec la forêt vosgienne. Alors, avec la forêt vosgienne, mais aussi avec d'autres types d'énergie. On doit produire de l'énergie renouvelable. Cette énergie renouvelable, elle ne peut être produite demain que sur des territoires ruraux. C'est le cas du bois énergie. On a des secteurs où c'est effectivement en tension. Je pense à Gardanne, mais c'est aussi le cas parfois avec l'éolien. Et si nos concitoyens et nous-mêmes, en tant qu'élus, nous considérons, nous n'avons pas de retour quelque part sur l'énergie qui est produite sur nos territoires, alors que ce n'est pas nous qui en avons le plus besoin, on va face à des difficultés. Et c'est aussi le cas pour le logement, parce que je pense que nos territoires ont la capacité d'accueillir des populations nouvelles, ont des logements qui sont disponibles, et demain on peut répondre à ces demandes-là, on peut effectivement être attractif à condition que, eh bien, on règle d'autres problèmes qui sont ceux de la mobilité qui ont été évoqués. Je pense que c'est un sujet extrêmement important. Numérique. De l'aménagement numérique qui permet d'avoir d'autres modes de travail et d'accompagner cette volonté de nos concitoyens, peut-être de plus de bien-être. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on est aujourd'hui à une nouvelle page qui se tourne et dont on ne mesure pas totalement encore l'ampleur et qu'il faut que véritablement nous soyons à l'écoute de nos concitoyens. La séquence électorale effectivement de ce printemps, elle a été un choc pour les territoires ruraux et moi elle m'obsède parce que je me demande comment au-delà de effectivement peut-être la complainte, peut-être du constat qui était le nôtre en voyant les services qui ont quitté le monde rural, en voyant la fermeture de nos écoles, comment est-ce qu'on peut réagir face à cela, comment est-ce que l'on peut faire en sorte de construire un nouveau récit pour la ruralité qui soit le pendant du récit de la ville et de la métropole qui a
a pu faire face à ces défis-là. C'est vraiment l'obsession, je crois, collective que nous devons avoir, mais c'est aussi une note d'espoir, parce que je suis persuadé que dans ce monde en mouvement, dans ces aspirations nouvelles de nos concitoyens, eh bien, les territoires ruraux ont un véritable avenir, à condition qu'ils s'inscrivent effectivement peut-être dans ce que vous appeliez tout à l'heure de diffuser quelque part cette réussite des villes et des métropoles, qui ne soient pas repliées sur elles-mêmes, qui ne soient pas égoïstes, mais qui, au contraire, peut-être par de la fiscalité ou par des services rendus, puissent recréer de la solidarité sur nos territoires. Merci. Alors, page nouvelle, nouveau récit. Et puis, il y a la commune et le département qui, eux, sont plus que bicentenaires et qui s'adaptent. Et je me tourne vers Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France. Aujourd'hui, les départements sont mobilisés sur leurs compétences sociales, mais ont intérêt à agir dans ce nouveau cadre institutionnel, territorial. Comment aujourd'hui, vous avez abordé cette nouvelle étape de réforme territoriale que nous venons de vivre et qui ont donné naissance donc à de nouveaux interlocuteurs pour vous sur les intercommunalités? Oui, d'abord ce que vous dites n'est pas tout à fait exact, pardonnez-moi, nous ne sommes pas que sur nos compétences sociales. Par exemple, nous installons le très haut débit dans toute la France. Ça va au-delà des compétences sociales. Voilà. Nous sommes mobilisés sur les problèmes de nos compétences sociales, c'est-à-dire leur financement par l'État. Et Gérard Collomb le sait bien, puisque le RSA, l'APA, la prestation de compensation du handicap, ne sont plus financés par l'État au département qu'à 55%. Il nous manque les 45%, ça fait quelques milliards chaque année, sans compter les mineurs étrangers isolés, qui sont un problème qui déferle actuellement dans l'ensemble des territoires départementaux. Je voudrais dire que j'ai apprécié beaucoup dans ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur 2 mots, le mot stabilité. On sort d'une période d'instabilité institutionnelle, d'organisation du territoire, et puis le mot expérimentation. D'ailleurs, on l'a déjà fait outre-mer. On a fait des statuts à la carte pour chaque collectivité ultramarine. J'étais la semaine dernière à Nouméa pour préparer l'avenue du Premier ministre et puis également la réflexion sur l'avenir institutionnel. On est capable, en France, d'expérimenter outre-mer, dont on est capable également de le faire sur le territoire métropolitain. Deux mots sur nos principaux partenaires. Les communes, les choses sont stabilisées. Et on voit bien la différence entre la loi Pélissard intelligente qui fait appel au volontariat et qui marche, Françoise le disait tout à l'heure, et la loi Marcellin de 1971, paix à l'âme de Raymond Marcellin, qui voulait imposer les choses et qui a contribué à ce que des communes qui avaient fusionné défusionnent d'ailleurs encore. Hein. Donc on voit bien l'expérimentation, le volontariat contre l'obligation. À cet égard, on va faire une petite page de pub pour l'exposition sur les 100 congrès et qui illustre parfaitement les problèmes et la façon d'en trouver des solutions. Et la brochure de l'AMF qui résume ça très bien. Deuxièmement, les intercos. Hein. Les intercos, la marche forcée, pour reprendre le mot du ministre de l'Intérieur, du précédent gouvernement, n'a pas toujours été très bonne. C'est pas parce qu'on a fait XXL. Moi, j'ai dans mon département de la Charente-Maritime depuis 20 ans une communauté de communes de 130 communes. C'est qu'on a fait des communautés de communes dont certaines ont les moyens d'investir et qui portent des projets, et d'autres qui se sont réunies simplement pour gérer ensemble la compétence scolaire, et qui ne portent pas de projet, qui n'ont pas de capacité d'investissement. Donc c'est dans cette inégalité entre les intercommunalités que se pose le problème, et il faudra d'ailleurs sur ce point certainement revoir la loi NOTRe qui comprend beaucoup d'absurdités dans beaucoup de domaines et beaucoup de points qui ne fonctionnent pas. Alors, j'en arrive au département et je terminerai par les régions. Un mot quand même sur les métropoles. À mes yeux, il y en a 5 de vrais. Pardon, je considère, et Patrick Ollier le sait, que la métropole de Paris, telle qu'elle est actuellement, n'est pas l'alpha et l'oméga. Et on en a fait tellement dans la loi, le précédent gouvernement. Je regarde la région centre, on a fait Tours et Orléans, on a attendu Vierzon, Romorantin, Vendôme, c'est finalement pas venu dans le texte de loi, et toute l'affection que j'ai pour ces communes. Donc voilà, il y en a 5 ou 6 de vrais, où là d'ailleurs, on peut travailler département et métropole à bâtir des projets communs, mais il y en a toute une série on a donné le monde métropole pour faire plaisir. Je ne suis pas sûr qu'elle soit à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, de véritables métropoles. Donc c'est vraiment des métropoles européennes qu'on pourra, avec les départements, envisager des fiançailles, des paxages, et peut-être même plus loin, mais pas dans les autres cas. Les départements, qu'est-ce qu'on fait? On fait la solidarité sociale, vous l'avez rappelé. On fait la solidarité territoriale. On est le banquier de ceux qui n'en ont pas. Comme on dit souvent que le député ou le sénateur sont la relation de ceux qui n'en ont pas. Les petites communes, pour monter leurs projets, c'est vers les départements qu'elles se tournent. Mais on est aussi, je vous le disais tout à l'heure, sur des grands projets. On participe au financement des contrats de plan, y compris en dehors de nos compétences.
les universités, le ferroviaire, les grands équipements routiers. On installe le très haut débit. Voilà, on en parlait avec des réseaux d'initiatives publiques actuellement, que vous portez. les réseaux d'initiatives publiques, je constate au passage d'ailleurs que dans les zones amies, les opérateurs ne vont pas très vite et pas assez vite, et que les réseaux publics, moi je vois dans un département comme le mien, 468 communes, tout le monde aura la fibre optique en 2022. Et on est capable de le faire. On est capable de le faire quand on est capable de mobiliser le financement de sa région, de l'État, et éventuellement des partenariats avec les communautés de communes. Voilà ce que l'on fait. Et j'en termine avec la relation avec la région, parce que Carole l'a bien placé tout à l'heure. Il ne faut pas dire que le département a souffert des intercommunalités qui souffrent des grandes régions. Un département qui travaille bien, il travaille avec ses intercommunalités, il les réunit, il travaille avec elles, on monte des projets communs, des financements communs. Donc il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas de rivalité non plus avec les régions, quand les régions ont l'attitude que décrivait Carole tout à l'heure à propos de la sienne, c'est-à-dire de ne pas imposer, mais de travailler en commun. La loi NOTRe permet aux régions de nous déléguer compétences en matière agricole, en matière de forêt, de pêche, de conquiliculture, etc., etc. Mais on peut aussi avoir des délégations en matière de transport, on peut avoir des délégations dans d'autres domaines. Donc moi je distingue dans les grandes régions actuelles celles qui ont compris cela et qui travaillent avec tout le monde, et celles qui veulent faire du jacobinisme régional et qui sont d'ailleurs en train d'échouer, parce que dans des régions qui sont à l'échelle d'un pays européen, on ne peut pas faire du jacobinisme régional si on ne travaille pas avec les départements et les communautés de communes. Voilà, donc moi je pense en résumé qu'on peut tous bien travailler ensemble. Je le dis à Gérard Collomb, il le sait, il y a besoin de modifier la loi NOTRe, non pas pour refaire un grand soir, mais pour corriger toutes les imperfections administratives et juridiques de la loi NOTRe et améliorer notre travail. Mais sur le terrain, si on veut réussir des projets, ils ne peuvent être bâtis que par le travail de tous, par l'irrigation de tous. Il n'y a pas de ruissellement, il y a simplement une irrigation commune. Pas de ruissellement, mais une irrigation. On retient la formule. Alors, on va ouvrir le débat avec vous. C'est votre congrès, votre débat. Mais déjà, il y avait une première interpellation tout à l'heure, monsieur le ministre de l'Intérieur, sur les modes d'élection dans les métropoles, et notamment dans la métropole de Lyon, pour le rendez-vous 2020, et des maires qui ont été intégrés dans cette métropole et qui s'inquiètent de la disparition de leur représentation. Tout à l'heure, d'une certaine manière, je leur répondais indirectement en soulignant que la problématique sur les grands ensembles, c'était d'avoir à la fois la capacité d'avoir des assemblées qui pouvaient définir de grands horizons. Et évidemment, lorsque vous êtes comparé dans une grande métropole à des villes comme Milan, à des villes comme Francfort, comme Manchester, vous êtes obligé d'avoir évidemment cette vision d'ensemble, parce qu'il faut être compétitif sur le plan du territoire. Vous savez, lorsqu'on est à ce niveau de ville, les entreprises, par exemple asiatiques ou bien américaines, elles choisissent de venir s'installer en Europe, et il y a chaque fois une compétition entre 5 ou 6 villes européennes. Donc évidemment, il faut donner la chance aux très grandes villes françaises de pouvoir supporter la comparaison avec les autres grandes villes européennes. Et on voit bien aujourd'hui, par exemple, avec le Brexit, que quelquefois on perd, que quelquefois on gagne, et donc il faut se donner toutes les chances de pouvoir gagner. Après, il y a la question de la démocratie de proximité. Après, et j'y venais, après le problème de la démocratie est le problème premier. Alors, le président de la République, je crois, est assez audacieux. Et donc, il a parlé à un moment donné de réforme constitutionnelle. Je ne veux pas trop m'avancer à sa place. Mais enfin, lorsque, par exemple, on réfléchit sur le Grand Paris, mais ça pourrait être aussi la métropole de Lyon, comment faire en sorte que les maires des communes puissent siéger et qu'en même temps, on ait une représentation démographique qui nous est imposée par le Conseil constitutionnel. Donc voilà, c'est les questions sur lesquelles nous sommes en train de travailler actuellement. Et je dois dire, si jamais nous réussissons à pouvoir résoudre cette équation-là, alors pour le coup, on pourra avoir des maires
qui sont à la fois dans des grands ensembles. Je crois que la métropole de Paris, c'est 131 communes, donc c'est pas énorme comme représentation si on veut représenter tous les maires. Peut-être travailler sur le fait qu'ils puissent avoir dans leur vote des poids différents et donc que l'on puisse concilier et la capacité pour eux de participer pleinement au débat et puis la possibilité ensuite de trancher en fonction de la puissance, je dirais, financière, démographique des uns et des autres. C'est un très grand problème qui nous est posé, qui est posé, je le disais tout à l'heure, partout dans le monde, mais il faut effectivement que nous puissions le résoudre et que l'État soit facteur stimulant. Il n'est pas question pour le prochain quinquennat d'imposer un certain nombre de points là où des acteurs ne voudraient pas agir. Mais par contre, là où ils veulent agir, et on peut créer, comme on l'a dit, 5 nouvelles métropoles, on peut essayer de réfléchir sur le statut de Paris, du Grand Paris, pour pouvoir l'améliorer. À mon avis, il ne faut pas bouleverser les choses, mais il faut regarder comment, en particulier dans cette première couronne, il n'existe plus des disparités comme il en existe actuellement, et donc faire en sorte que ce territoire, progressivement, puisse repartir de l'avant dans toutes ces communes. Et puis, sur le plan des départements, par exemple, il y a des départements qui peuvent avoir envie demain de travailler ensemble, de mutualiser un certain nombre de choses. Eh bien, il faudra que le gouvernement puisse leur donner la capacité à faire ce travail en commun en partant de la réalité locale de celles et ceux qui veulent effectivement travailler ensemble pour aller de l'avant. Vous voyez, on est dans un monde qui bouge de manière absolue. On sera obligé de bouger, mais il ne faut pas bouger sur la contrainte, il faut bouger sur le désir. Et il faut que les territoires aient envie d'avancer parce qu'ils voient que c'est leur intérêt. Parce que si on veut imposer des choses, comme on l'a fait trop souvent par le passé, on ne fera que braquer les territoires et finalement, on régressera là où il faudra avancer. Donc vous pouvez compter sur le ministre de l'Intérieur et je crois plus largement sur le gouvernement pour vous aider à mettre en œuvre ce que vous avez envie de mettre en œuvre sur vos territoires de manière à faire avancer toute la France parce que c'est ensemble que nous avancerons ou que nous régresserons. Merci. Alors, on ouvre le débat. Vous avez les points micro et vous pouvez intervenir. On va commencer de ce côté avec vous, madame. Vous vous présentez, s'il vous plaît? Oui, bonjour, monsieur le ministre, mesdames et messieurs. Martine Césari, maire d'un tout petit village dans les Bouches-du-Rhône, 366 habitants, et vice-présidente à la métropole Aix-Marseille-Provence. J'ai 10 000 choses à vous dire, en fait. Bon, je vais faire court, je vous rassure. Merci. Je vous en prie. Voilà, je sais que la plupart de mes collègues, maires et conseillers métropolitains, sont en tout cas pour l'AMP, Aix-Marseille-Provence, sont tout à fait contre les élections au suffrage universel direct en 2020. J'aurais voulu savoir ce qu'il en était de vos réflexions à ce sujet. Alors, question rapide, concrète et réponse tout aussi nette du ministre. C'est un point qui n'a pas encore été tranché. Pourquoi? Parce qu'il y a un débat au sein même des métropoles. Certains veulent une élection au suffrage direct, certains veulent continuer par fléchage. Moi, je vais réunir toutes les métropoles de manière à leur demander ce qu'elles souhaitent effectivement comme type d'élection, parce qu'évidemment, c'est un problème fondamental. Mais voyez, si on reprend ce que je vous disais tout à l'heure, à la fois représentation de toutes les communes et en même temps un poids différent lors des votes, le problème du type de suffrage devient un peu différent. Et donc, on peut résoudre et l'un et l'autre problème, parce que les maires sont représentés, mais ils n'ont pas le même poids au sein de la métropole, mais ils sont associés à l'ensemble des décisions. Pourquoi? Parce que je vois bien un certain nombre de maires se disent «
Oui, mais moi, demain, à la limite, quand il y a une grande liste au suffrage universel, c'est celui que j'aurais battu dans ma commune qui siégera au conseil. Et donc, moi, j'apprendrai par lui ce qui se passe dans ma commune. Ça, à mon avis, ce n'est pas possible. Et donc, il faut effectivement que nous trouvions une solution. Et on va essayer de la trouver avec vous. Merci, on passe de ce côté. C'est à vous, monsieur. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude. Je voudrais d'abord dire que l'intercommunalité peut être un formidable outil, à condition que ce ne soit plus une idéologie, comme elle l'est trop souvent aujourd'hui. Alors je voudrais dire qu'il y a de plus en plus de compétences obligatoires, il y a une boulimie de compétences non obligatoires prises par les communautés de communes, ce qui fait que celles-ci, dans beaucoup de cas, n'ont même plus les moyens humains, techniques ou financiers de les assumer. C'est déjà très compliqué de gérer une ville sur toutes ces thématiques. Quand vous multipliez ça par 50, ça devient quasiment parfois mission impossible. Et je voudrais dire que je suis quand même heureux, il y a un élément de satisfaction, c'est qu'il y a une seule compétence qu'on ne dispute pas aux maires, c'est la compétence engueulade par leurs administrés. Alors, je m'inquiète aussi d'une dérive qui est la mise en cause pénale des maires de plus souvent. Et je le vis actuellement. Nous sommes impuissants face à certaines problématiques. Je pense au raccordement des réseaux d'assainissement par des propriétaires qui ont 700 € de revenus de pension mensuels, à qui on demande de faire des travaux de 10 000 € et qui ne le peuvent pas. Je suis poursuivi actuellement avec mise en cause éventuellement d'une amende sur mes deniers personnels parce que je n'ai pas envoyé de force une entreprise faire les travaux chez les 10 propriétaires. Alors, on a demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire. On ne nous répond pas. Nous sommes totalement démunis face à cette problématique, ce qui me fait penser que pour se représenter aux prochaines élections municipales, dans un certain nombre de communes, il faudrait être ou inconscient ou masochiste. Et enfin, dernier point, je souhaite commune ou intercommunalité. Nous avons des relations les meilleures possibles et les plus constructives avec les collectivités que sont les départements, les régions, les services de l'État, que parfois c'est un véritable maquis réglementaire, on a du mal à s'y retrouver, on a besoin de clarification. Quand je pense que j'ai sur le stade de la ville, la piste d'athlétisme a été rénovée aux frais de la communauté de communes, mais les vestiaires le sont aux frais de la ville. On a besoin de clarification dans ce cas-là. Et pour être bref et terminé, je souhaite qu'on puisse surtout avoir comme préoccupation la défense de nos services publics en milieu rural et qu'on défende la ruralité. Ça, c'est un point absolument vital. Et quand je vois des villes comme la mienne, comme la nôtre, parce que je ne suis pas propriétaire de ma ville, où l'on démantèle la moitié des services de notre hôpital, ça fait frémir en nous donnant comme justification, eh bien maintenant, au lieu d'être soigné à 20 minutes, vous ferez 2 heures d'ambulance, mais vous serez accueilli par des praticiens beaucoup plus compétents. Eh bien moi, ça ne m'intéresse pas d'être accueilli par un praticien extrêmement compétent si je n'arrive pas vivant au bout du voyage. Merci. Alors sur ce dernier thème, je vous invite à être présent avec nous cet après-midi puisqu'on aura un débat en particulier sur ces problématiques de développement mais aussi de santé, de mobilité. On passe de ce côté et on continue avec les problèmes très concrets que vous soulevez ce matin. Oui, bonjour, Marc Derval, maire de Bain-sur-Oust en Ille-et-Vilaine, commune de 3500 habitants. Je voudrais savoir si, je dirais que dans le développement actuel, le facteur humain est très important. Et donc, on parle des maires, mais je voudrais associer tous mes collègues conseils municipaux. Je voudrais associer tous les élus en globalité. Nous venons de traverser deux présidentielles où on nous imposait les choses et après on disait nous allons travailler ensemble. Aujourd'hui, le début de mandat qui vient de se faire, il y a des décisions qui sont prises, et entre autres sur la taxe d'habitation qui nous froisse. Donc je voudrais savoir, vous savez que le système pyramidal n'est plus trop d'actualité, y compris dans les entreprises, puisqu'on est plutôt sur le collaboratif. Donc je voudrais savoir, quand on fait une erreur, on sait revenir en arrière. La taxe d'habitation, entre nous tous, nous partageons que ce sont des milliards qui vont être gaspillés alors qu'on pourrait investir différemment. Je voudrais savoir si le gouvernement sait dire
eh bien, je sais revenir en arrière également. Ce serait une preuve de quelque chose de constructif entre nous. Merci. Alors, question financière, mais question de méthode aussi. On va continuer, on va prendre plusieurs interventions et on passe de ce côté avec vous, monsieur. Vous présentez, s'il vous plaît. Oui, Marc Bron, donc je suis le maire de Haberpoche, une station de ski familiale à 1000 mètres au-dessus de Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie. Et donc, sur la question de la taxe d'habitation, je rejoindrai la personne précédente. Et sur l'équité entre les communes, comment est-ce que dans une commune où il y aura presque personne qui payera cette taxe, parce que les niveaux ne sont pas très élevés, alors le conseil communal pourrait voter une grande augmentation des taxes qui seraient payées finalement par l'État s'il compense. Dans une autre, ce serait le contraire. Là, voilà, je ne sais pas trop comment ça peut marcher, si vous aviez un éclaircissement. Puis sinon, une question très pratique. Les intercos qui se fondent, je pense à notre petite communauté de communes de la vallée verte montagnarde. On sent bien que peut-être un jour ou l'autre, on ira vers les agglos qui sont dans la plaine, sauf que les agglos qui attirent les uns ne sont pas forcément celles qui attirent les autres. La communauté de communes qui s'était créée avait tout son sens. Si on va plus loin, eh bien, on risque d'avoir un partage assez naturel, et ça dépend des lieux. Et il y a un an, 2 ans, l'ancien préfet de la Haute-Savoie nous disait pas de décimale. Ça veut dire si vous vous regroupez, c'est une communauté de communes plus une autre, mais c'est sûrement pas une plus 2 tiers d'une et puis 1 tiers, même si elle est 20 km plus proche que le bourg-centre voisin avec qui elle a beaucoup plus de liaisons à la fois historiques, économiques, etc. Eh bien non, on n'entre pas là-dedans. Alors puisque vous parlez de souplesse, monsieur le ministre, j'aimerais que dans notre cas, et puis dans le cas où ça pourrait se produire partout en France, eh bien qu'on puisse, si l'intelligence et l'accord des élus est là, eh bien pouvoir casser. Alors peut-être c'est possible aujourd'hui, ça ne l'était pas en tout cas il y a peu de temps. Merci. Merci. On continue avec vous, monsieur. Oui, donc je suis adjoint au maire d'une commune nouvelle de 3500 habitants. Mon maire qui n'a pu être présent m'avait chargé de donner un message, mais je vais essayer de lire un message. Elle est où cette commune nouvelle ? Elle se situe, c'est Mougon-Torigné qui se situe à quelques kilomètres de Niort. Nous avons été intégrés dans une communauté, 4 communautés de communes ont fusionné pour donner une communauté de communes de 78 communes, avec 48 000 habitants. Les solutions ne sont pas simples, notamment sur les questions scolaires et fiscales. En ce qui nous concerne, 2 communes sur les 4 avaient déjà transféré leurs compétences scolaires et 2 autres non. Il est question de... Les problèmes pour les transferts ou non se posent en termes de fiscalité, puisque celles qui avaient déjà transféré leurs compétences scolaires avaient fait financer ce transfert par les anciennes communautés de communes qui ont une pression fiscale élevée. Or, en ce qui nous concerne, nous avons le choix qui s'opère pour nous, c'est soit nous transférons notre compétence scolaire avec financement sur déduction de nos attributions de compensation qui deviendront négatives, soit nous conservons la compétence scolaire et nous le finançons sur la fiscalité communale. Mais en même temps, nos contribuables payeront la fiscalité communautaire. Voilà. Donc, les conséquences très concrètes. Il y a une iniquité de départ et il y a une injustice fiscale qu'on va nous imposer de par la loi NOTRe. Comment on trouve une solution pour remédier à cette injustice ? Merci. On prend une dernière intervention là pour l'instant et puis ensuite on va répondre aux questions et puis pouvoir continuer de débattre. C'est à vous, monsieur. Oui, bonjour, Francis Cross. Moi, je suis président des communes forestières d'Occitanie. Voilà, et c'est dans ce partenariat... Sans force, les Occitans, ce matin. Et c'est une réflexion dans le cadre de ce partenariat entre la ville et la campagne et ces nouveaux contrats de réciprocité. Sur Occitanie, nous avons 2 grandes métropoles, Toulouse, ça a été dit, Montpellier, et nous avons un vaste territoire de montagne, le sud massif central et la chaîne des Pyrénées. Sur ce rural profond, nous avons des valeurs non délocalisables telles que la forêt. Comment pouvoir faire bénéficier de cette forêt
les populations du monde urbain, au travers du bois énergie, du bois construction, demain de la chimie verte. Nous devons nous rapprocher, la ville et la campagne, pour pouvoir avoir des démarches thématiques telles au niveau de la forêt. Ce que je dis au niveau de la forêt, c'est pareil au niveau du tourisme, c'est pareil au niveau de la santé, avec la problématique du maintien des médecins dans les zones rurales et en montagne. Je crois que l'outil réellement adapté, c'est ce contrat de réciprocité. De même, pourquoi ne pas mettre en œuvre des financements spécifiques avec un pourcentage supplémentaire lorsque une commune urbaine va créer une école en bois? Ce sera avec du bois local, des bois du territoire du Massif central, par exemple, il y aura 10% de plus. C'est ce genre de choses qu'il faut mettre en place. On le travaille dans le cadre du contrat de filière avec la région Midi-Pyrénées. Il faut qu'avec l'État aussi... Occitanie, maintenant. Oui. Il faut qu'absolument, avec l'État, on ait ce genre de partenariat. Nous devons le construire ensemble. Je vous remercie. Merci. Avec l'État, entre les territoires, avec les métropoles. C'était une proposition donc, au président de la métropole de Toulouse. Mais on voit bien, et c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, Michael Weber, la nécessité donc d'avoir pour ces territoires ruraux cette relation qui part de l'économie endogène, de votre production et qui est liée à votre développement. Moi, je voudrais rebondir sur ce que disait Francis Cross, avec lequel j'ai aussi plaisir à travailler, puisque je suis président des communes forestières du département de la Moselle. C'est qu'en effet, quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe, ne serait-ce que sur le bois, j'ai parlé tout à l'heure du bois énergie, mais on peut aussi parler du bois construction. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de valider l'utilisation du bois de hêtre, dont ce n'est pas la spécificité que d'être utilisé dans la construction, au niveau national, parce que les normes ne le permettent pas. Je vois mon voisin allemand, puisque je suis maire d'une commune qui se trouve à 5 km de la frontière allemande. En Allemagne, depuis 5-6 ans maintenant, il y a de la grosse production et de l'utilisation donc sur la construction du bois d'hêtre. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, les parcs interviennent pour apporter de l'ingénierie, puisque ce que nous apportons d'abord, c'est de l'ingénierie sur les territoires et donc de l'investissement sur les territoires. Et je pense que c'est exactement ce que l'illustration de ce dont on a besoin demain, c'est de montrer qu'il y a plus de synergie, qu'il y a aussi plus de capacité à répondre à des problématiques que nous avons sur les territoires, que ce soit d'ailleurs à la ville ou à la campagne. Et quand je discute avec Roland Ries, pour revenir à Strasbourg tout à l'heure, il n'a par exemple pas conscience que l'utilisation du bois aujourd'hui dans la construction, notamment pour des bâtiments de grande hauteur, ce n'est pas du bois local, ce n'est pas du bois français, c'est très souvent du bois qui est importé de Scandinavie ou d'ailleurs, parfois même du bois français qui a été transformé ailleurs. Et je crois que là, on a véritablement une problématique, en tout cas, à relever. Et je voudrais aussi revenir à cette occasion sur deux autres éléments. C'est d'abord sur l'engueulade, parce que c'est vrai qu'en 20 ans de mandat, je me rends compte que je me fais au moins autant engueuler qu'il y a 20 ans, mais plus tout à fait pour les mêmes raisons et plus tout à fait pour ce qui est de ma compétence. Et moi, j'en ai effectivement un peu aussi du mal à me faire engueuler, parfois pour des compétences qui relèvent de l'intercommunalité. On y répond parce que c'est notre job, mais en même temps, si on y répond, c'est aussi la preuve que le lien entre l'habitant et le maire, il reste un lien extrêmement fort. Et c'est pas pour rien que lors des élections municipales, c'est là qu'on a la plus forte participation. Donc il faut absolument régler cette problématique qu'il y a à la fois avec les intercommunalités qui ont des compétences supplémentaires, mais aussi avec les communes et les maires qui parfois sont un peu déconnectés, qui n'ont plus l'occasion de participer comme ils le faisaient par le passé aux décisions qui sont prises dans certaines très grosses intercommunalités, qui sont parfois même démobilisées. Je crois que c'est un vrai défi que l'on a à relever dans les années à venir, parce que sinon, on va vers une plus forte incompréhension encore du rôle et de l'organisation de nos collectivités sur les territoires. Alors, se faire engueuler, c'est une chose, mais aussi avoir la possibilité d'exercer sa responsabilité, sa compétence. Et on entendait tout à l'heure le maire de Saint-Claude qui nous disait, en matière d'assainissement collectif, je ne pouvais pas imposer la réglementation, ma responsabilité est en cause. On voit bien qu'il faut toujours encore progresser sur ces questions de responsabilité, de statut de l'élu. Et puis, autre question, et là, je vous demandais de répondre à ces trois interpellations. La méthode... Taxe d'habitation, on en a parlé hier et je pense qu'on en parlera jusqu'à la fin du congrès, mais le reproche qui était fait, c'est de dire
comment cette tentation qu'on peut sentir un peu technocratique par rapport à un changement de pied qui était plus participatif, monsieur le ministre. Et enfin, la question des périmètres sur les intercos, avec cette question qui était posée par un élu de montagne et la nécessité d'adapter des périmètres tels qu'ils avaient été établis. Voilà trois interpellations qui vous étaient faites. Alors, je voudrais répondre sur la première interpellation concernant la taxe d'habitation. Je crois que dans tous les congrès que nous avons tenus, nous avons dit que c'était une taxe parfaitement injuste. Parce que nous savions que de commune à commune, cela variait totalement, que quelquefois, lorsqu'on habitait une commune de la périphérie qui n'était pas aussi belle que la commune centre, on payait plus. Et donc, nous avons les uns et les autres dit que ce n'était pas le bon système. Alors, nous essayons les uns et les autres, et tous les gouvernements ont essayé de le faire, de changer finalement les bases locatives. On s'est aperçu quand même que c'était un système qui avait été expérimenté il y a déjà au moins 30 ans. Moi, je me souviens, j'étais jeune député et des gens ont parlé de cela. On ne l'a jamais fait. Si on ne l'a jamais fait, c'est que quand même, c'était un peu compliqué à faire. Donc, le président de la République a dit qu'il allait exonérer de la taxe d'habitation jusqu'à 80%. Alors, j'explique. Donc, c'est à partir du compte administratif 2017. Et donc, ça va se faire donc en 3 tranches. La décision qui a été prise, c'est de procéder à un dégrèvement. Et là, les mots ont leur importance parce que les compensations, on connaît. Elles s'érodent au cours du temps. Et donc, ça sera un dégrèvement, pas une compensation, qui prendra en compte l'évolution des bases. Si vous avez plus de logements, plus effectivement d'activités économiques, etc., etc., que votre ville grossit, la dynamique sera prise en compte. Alors, donc, au total, vous pourrez garder aussi le pouvoir de taux, mais évidemment, si vous réaugmentez de 20%, le gouvernement, il ne garantit que sur la base de 2017, pas sur le taux que vous pourriez effectivement prendre de 20% supplémentaires, ce qui semble un tout petit peu normal. Et à ce moment-là, vos concitoyens, ils recommencent à payer. C'est clair que l'État ne va pas s'engager sur le futur, sur effectivement les taux qui seraient pris par les uns et par les autres, parce qu'autrement, ça serait un système sans fin. Mais autrement, le dégrèvement prendra bien en compte, et comme aujourd'hui, l'évolution des bases, et éventuellement ce qui est décidé en loi de finances chaque année. Alors c'est bien le problème. Les choses ne changeront rien. C'est que vos collègues élus, mais qui sont élus locaux, maires, disent le dégrèvement, il est dépendant de l'annualité budgétaire. Et ce qu'une loi de finances a fait, une autre loi de finances, malheureusement, l'a déjà fait pour d'autres impôts, où il devait y avoir un dégrèvement, et on est passé à la compensation. Non, là, je crois, et l'érosion. le président le dira. Alors après, on ne peut jamais dire que de manière indéfinie, on ne revient pas sur un certain nombre de points. Mais ça, c'est valable, je dirais, pour toutes les lois. Mais je crois que le président prendra l'engagement que sur le quinquennat, là où il aura la capacité à intervenir, il y aura une pérennisation d'un certain nombre de choses. Ça sera sur la taxe d'habitation, mais c'est par exemple sur la décile. Sur la décile, donc aujourd'hui, c'était, comme vous le savez, un financement provisoire qui avait été installé parce que le gouvernement passé s'était aperçu évidemment que la baisse de dotation crée un problème au niveau de l'investissement. La décile sera pérennisée puisqu'on l'inscrit dans le Code général des collectivités territoriales, et donc vous aurez une ressource qui sera une ressource garantie. De la même manière, sur la dotation globale de fonctionnement, cela fait maintenant 10 ans que soit on était stable, soit on baissait. Ça s'est traduit évidemment par un effondrement et de l'investissement. On a fait 2 fois moins 8 sur les dernières années, et aussi par une baisse
des dépenses de fonctionnement. Sur le bloc des collectivités territoriales, c'était moins 2% l'an dernier. Donc là, on n'aura plus cet effet, puisque on va jusqu'à 1,2 en capacité d'augmentation du fonctionnement, et il n'y a plus de limite pour ce qui concerne l'investissement. Ça a été un grand débat sur le besoin de financement, et donc il n'y a plus de problématique aujourd'hui sur le besoin de financement. Après, pour répondre à une question de monsieur sur le bois, mais c'est valable pour un certain nombre d'autres sujets. Je crois que le rapport entre la ville et les zones rurales, c'est que nous avons besoin les uns des autres. Tout à l'heure, Jean-Luc Moudenc disait qu'aujourd'hui, les habitants des villes voulaient des circuits courts, des produits qui viennent des territoires alentours. Mais il faut construire une véritable filière. De la même manière pour le bois, ce qui manque aujourd'hui, c'est la construction de filières. Et donc, tous ensemble, il faut que nous construisions ces filières pour notre agriculture, pour notre sylviculture. C'est comme cela que nous aurons ces coopérations entre la ville et la campagne. Merci Gérard Collomb. Alors on arrive au terme de notre débat. Et je me tourne vers Françoise Gatel. On est parti sur un débat qui était sur l'architecture institutionnelle, et puis on a beaucoup parlé d'économie, de développement finalement, avec cette belle formule de Dominique Bussereau qui veut passer du ruissellement à l'irrigation, mais on a parlé de filières, d'échanges économiques entre les territoires. C'est ce que vous appeliez ce matin l'agilité des territoires, ça ? Oui, l'agilité du territoire et la fertilité d'un territoire. Et la fertilité, elle est à la fois faite de la métropole, qui doit être une locomotive, elle est faite de la ruralité, on l'a vu, qui apporte des ressources. Tout à l'heure, on a parlé de bois ou d'alimentation, mais j'insiste aussi sur ces espaces interstitiels qui peuvent disparaître à notre horizon, qui sont les espaces de petites villes et de villes moyennes, qui sont aussi des bassins de vie. Alors moi, je suis heureuse du débat d'aujourd'hui, qui montre, comme l'a dit le président Larcher, que nous ne sommes pas, alors au Sénat c'est le cas, mais les maires c'est la même chose, nous sommes capables de réfléchir et nous avons une envie, une obligation de réussir pour notre territoire. Et je crois que l'engagement des élus locaux, c'est aussi le gage de la réussite, parce que comme l'a dit mon collègue d'Ille-et-Vilaine et de Bretagne, qui est ma région, la France, elle bouge grâce aussi aux élus qui la portent. Alors moi, je suis heureuse d'avoir été sur ce plateau. Je vais dans un premier temps isoler Monsieur le ministre, mais j'aurai quelques mots pour lui. N'y voyez là aucun esprit malin. Je voudrais dire à Carole Delga, à Dominique Bussereau, à Jean-Luc Moudenc, moi je suis heureuse de ce qu'ils ont expliqué, parce qu'ils sont dans des exemples de bonne conduite, de collectivité qui travaillent dans l'intelligence de l'articulation de qui fait quoi au bon endroit. On ne nie pas la commune, on ne nie pas l'interco, et on essaie de travailler en intelligence. Et tout à l'heure, tous les deux ont bien parlé de la question de la mobilité au quotidien, qui fait qu'aujourd'hui, quand on a des mobilités, quand on bouge tous les jours, il y a longtemps que nos concitoyens, ils ont fait fi de la frontière administrative, c'est-à-dire quand ils se déplacent, c'est pas dans le périmètre de la métropole, mais ils ont besoin d'aller travailler, ils ont besoin d'aller au lycée, ils ont besoin d'aller dans une piscine. Et il faut que la mobilité, elle s'adapte à la façon de vivre des gens. Donc il faut sortir des périmètres et des silos. Et en plus, Dominique Bussereau l'a bien dit, et j'étais heureuse de la réponse de Monsieur le ministre, il y aura toujours des territoires frontaliers. Et entre deux départements, il y a des villes qui partagent des réalités de bassin de vie. Donc c'est vraiment de l'agilité et de l'intelligence. Donc je me réjouis de tout ça et de cette porosité entre nous. Alors Monsieur le ministre, là je vais m'adresser à vous, mais n'ayez pas peur. Mais je vais vous dire ce que je pense. Et je ne suis pas toute seule, je crois, à le penser. Alors c'est vrai, on ne veut plus de chamboule-tout territorial. Mais ça n'est pas un prétexte, Monsieur le ministre, pour ne pas corriger ce qui ne marche pas. Et hier, on a été heureux d'entendre le Premier ministre dire que vous, le gouvernement, et je le dis avec respect, aviez fini par atterrir sur la compétence eau et assainissement que le Sénat avait portée à l'unanimité et qui a subi quelques hasards malencontreux d'incompréhension. Et enfin, on est retombé sur nos pieds
avec la solution que vous nous proposez, qui, pardonnez-moi, est beaucoup moins bonne que celle du Sénat, mais on va accepter, parce que vous avez beaucoup progressé. Donc merci, monsieur le ministre. Puis moi, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt. Alors, il y a beaucoup de témoins, monsieur le ministre, donc on va vous suivre de près, parce qu'on aime beaucoup les actes quand on est élu local. C'est que vous nous dites, alors je reprends votre mot, pardonnez-moi, alors en ce moment, ce n'est pas un mot très correct à utiliser, mais je le prends quand même, et c'est plus facile si c'est une femme. Vous avez dit que vous deveniez le ministre du désir, j'ai bien entendu, hein, et de l'initiative, et que vous en avez terminé, vous êtes dans la repentance par rapport à ces années, de formatage, de contraintes et d'astreintes. Donc nous, ça nous va bien. On peut a priori, nous, être dans de bonnes dispositions, mais il faut que les actes suivent les discours. Et je n'ai jamais mis en doute votre cohérence, mais vous allez être surveillé de près, comme vous l'êtes déjà, vous le savez bien, parce que c'est vraiment ensemble qu'on va réussir. Et je voudrais rajouter un point dont on n'a pas parlé ce matin, mais qui est très important. Monsieur le ministre, le gouvernement peut avoir, et quel qu'il soit, il peut adopter, on va dire, une bonne conduite, hein, en disant j'arrête de formater et d'imposer, j'écoute, je permets, voilà. Mais, monsieur le ministre, aussi puissant que soit un gouvernement et un ministre, vous avez sur le terrain des préfets qui mettent en action ce que la loi ou ce que le gouvernement a pu décider. Et moi, je souhaite, et le président de la République avait employé ce mot-là à un moment, vous aussi, Jacqueline Gourault, que l'État soit facilitateur et que les préfets ne soient plus en tendance de nous demander d'obtempérer à une vision que l'État a, mais qu'ils soient dans la prise en compte des questions que nous avons. On a vu toutes les questions, et que l'État nous aide à trouver des solutions. Et qu'il faut qu'on cesse localement de vivre les expériences qu'on a tous vécues, où on arrive dans des services de l'État avec une question, un sujet, et c'est vraiment une idée excellente. Ah oui, très très bien, on comprend bien, mais ça ne va pas être possible. Mais on ne peut pas laisser les maires avec leurs questions, il faut que la souplesse soit aussi là, et vous le savez bien. Alors, moi je ne dénigre pas les préfets, j'ai en Bretagne la chance d'avoir un préfet qui essaie d'aider les élus et de trouver des solutions, mais il faut que toute la chaîne du commandement, si je puis dire, et toute la chaîne de l'action publique soit dans cet esprit de coopération pour que vraiment ensemble, monsieur le ministre, on réussisse. Et vous savez que vous ne réussirez pas sans les communes et sans les élus locaux, parce que la République au quotidien, ce sont les élus locaux qui la font, et c'est ça qui aidera la France à sortir de cette situation difficile dans laquelle nous sommes. Alors, ne tuons pas le désir de territoire. Je voudrais dire à ma collègue qu'elle aurait dû être ministre de l'Intérieur, parce que c'est exactement la consigne que nous avons donnée à nos préfets. Faire en sorte qu'ils soient des facilitateurs sur le territoire. L'État jacobin, tel qu'on l'a vécu depuis des siècles et des siècles, c'est maintenant terminé dans le monde moderne. Il faut aujourd'hui être en réseau, essayer d'impulser. Moi, j'ai bien aimé lorsqu'on a parlé d'agilité des territoires, parce que c'est véritablement cela. Et comme vous le savez, le gouvernement va prendre une mesure extrêmement révolutionnaire, c'est que les préfets auront le droit de déroger à la norme si effectivement elle permet de faciliter les choses sur le territoire. À mon avis, c'est une grande révolution. Merci Gérard Collomb, merci Monsieur le ministre de l'Intérieur, merci Mesdames, Messieurs. N'oubliez pas d'aller voter. Le bureau de vote pour l'élection au sein de votre association est ouvert jusqu'à 16h. Et puis nous, on se retrouve ici même pour parler cet après-midi Alliance des territoires, pour parler services publics locaux, zones rurales, santé, mobilité, à 14h, ici même dans l'auditorium. Merci.